C'est Sarah Knafo qui est avec nous, députée européenne et vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bonjour Madame Knafo. Bonjour à tous. Les Français veulent la taxe Zuckman. C'est ce que disent les sondages. Il faut y aller ? C'est ce que dit un sondage commandé par le Parti socialiste. D'abord, rappelons-le quand même. Ensuite, la taxe Zuckman. Donc déjà, disons qui est Monsieur Zuckman. Monsieur Zuckman, donc un économiste d'extrême gauche, qui a signé des tribunes de soutien au programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça, je ne l'ai jamais entendu sur les milliers d'interviews qu'il a fait durant ces précédents jours. Le fait qu'aujourd'hui, les Français se positionnent plutôt pour. Ça n'a rien d'étonnant quand on voit le matraquage et la propagande ces derniers jours. Si on vous fait le planning de M. Zuckman ces derniers temps, c'est France Inter le lundi, France 2 le mardi, France 5 le mercredi, France Culture le jeudi, C'est dans l'air le vendredi. Enfin bref, il y a tout le service public qui l'invite, on ne le démaquille plus. Il passe ses journées à la télévision, c'est la diva du service public. Et j'ai jamais entendu personne vous citer les 3 éléments que je vous ai donnés sur son profil. J'en ajoute un dernier. Il a un think tank fiscal européen qui est financé par la fondation de George Soros. Donc on voit que ce monsieur ne vient pas de nulle part. Il est d'extrême gauche, comme je vous l'ai dit, et il défend une proposition qui, à mon sens, serait le dernier clou dans le cercueil de l'économie française. Néanmoins, les Français pensent qu'il y a des riches qui sont devenus plus riches sous Emmanuel Macron et qui ne contribuent pas suffisamment à la fiscalité. Est-ce que c'est vrai ? Alors, premièrement, ça n'est pas vrai, dans le sens où les riches payent déjà. Vous avez l'ISF qui existe depuis François Mitterrand, qui s'est transformé en IFI. Vous avez une contribution qui s'appelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, tellement exceptionnelle qu'elle dure depuis 14 ans. D'ailleurs, à chaque fois, on nous invente des nouvelles taxes, on nous dit elles vont durer qu'un temps, et en fait, on les laisse et elles disparaissent jamais. Donc, les riches payent déjà. On a même inventé une taxe sur les yachts. Et ce que je veux dire aux gens qui vous écoutent, c'est qu'en réalité, faire payer davantage les riches, ça ne va pas nous enrichir. On a bien vu depuis tout ce temps que ça n'avait pas résorbé la dette, que ça n'avait pas allégé le fardeau fiscal sur la classe moyenne. Moi, je ne suis pas du tout là pour défendre les riches. 100 millions de patrimoine, je les attendrai peut-être jamais dans ma vie. Donc la seule question que je me pose quand j'entends de nouvelles idées, c'est est-ce que ça défend l'intérêt des Français ? La réponse est non. J'ai fait un travail d'enquête, je crois, solide. J'invite les gens à regarder sur arnaque-zuckman.fr. C'est une enquête que j'ai faite, que j'ai publiée hier, sur les résultats économiques qu'on pourrait prévoir de cette thèse. Je regrette vraiment de ne pas entendre de contre-arguments sur le service public. Moi, je peux vous en donner si j'ai 2 minutes pour parler de ça. Donc d'abord, la taxe Zuckman. Quand on l'entend à première vue, on se dit 2%, c'est pas grand-chose. Donc les riches peuvent bien payer 2% en plus. Ils payent déjà beaucoup d'impôts, pourquoi pas payer 2% quand on a un patrimoine important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des centaines de millions d'euros, on n'a pas sur son compte, si on prend par exemple Bernard Arnault, il a environ 150 milliards de patrimoine, il n'a pas sur son compte les 3 milliards d'euros qu'il faudrait payer pour la taxe Zuckman. Ce serait absurde. Les gens ne laissent pas leur argent derrière leur matelas ou sur leur compte en banque. Ce qui signifie que pour pouvoir payer la taxe, il va devoir vendre ses biens ou vendre des parts de ses actions. À qui va-t-il les vendre ? Il y a des gens qui vont se réjouir. On a donné souvent l'exemple de Mistral AI. Mistral AI, cette grande boîte de l'intelligence artificielle française, s'ils doivent demain payer la taxe Zuckman sur la valorisation de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils doivent céder des actions, qui va les racheter ? Les Chinois, les Américains, ils pourront comme d'habitude remercier nos élites. J'ai entendu M. Piketty, qui venait au secours de Zuckman, qui a été son élève, et qui disait ils ont qu'à céder leur part à l'État. Oui. Sinon, comme ça partira pas. L'État va nationaliser une part de Mistral ou d'LVMH. Alors déjà que l'État n'arrive pas à faire son travail d'État, et je pense que des cadres de la fonction publique le voient au quotidien, s'il n'arrive pas à faire son travail d'État, vous imaginez l'État faire un travail d'entrepreneur en plus. On n'arrive pas à gérer les urgences, on n'arrive pas à gérer notre sécurité, mais l'État va maintenant devenir actionnaire dans Mistral AI. Un scandale. Mais même le RN dit qu'il faut taxer un peu plus les riches. Alors, surtout le RN. Le RN est connu pour être socialiste. Ils ne sont pas contre la taxe Zuckman, mais ils proposent une autre taxe. Oui, encore des taxes, comme si c'était le problème. Moi, ce que je veux expliquer de plus fondamental que M. Zuckman d'extrême gauche, c'est que la France n'a pas un problème de recettes. Le problème de la France, c'est pas qu'elle ne prélève pas assez d'impôts. On en prélève énormément. On prélève 1300 milliards d'euros d'impôts chaque année. C'est le record de tout l'OCDE. Peut-être même le record du monde et le record de l'histoire. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est colossal. Notre problème n'est donc pas de ne pas avoir assez de recettes. On a un problème de dépenses. C'est-à-dire qu'on dépense trop, qu'on dépense mal, que l'État prend des missions qui ne devraient pas être les siennes et qu'en contrepartie, il n'arrive pas à gérer les missions essentielles que les Français attendent de lui. Donc, notre problème, c'est un problème de dépenses. Si je vais sur ce point, la taxe Zuckman peut rapporter à tout casser 5 milliards d'euros par an. Moi, je propose un plan d'économie 12 fois supérieur, 63 milliards d'économies, qui réglera bien davantage nos problèmes,
en allant justement couper dans les dépenses sur lesquelles plus Alors, aucun Français ne consent à payer pour ça. alors, ça va être le rôle de Sébastien Lecornu, trouver un budget. Les syndicats viennent ce matin de lui fixer un ultimatum. Ils lui donnent 5 jours pour qu'il réponde aux revendications syndicales qu'on a entendues hier dans la rue. Est-ce que Sébastien Lecornu doit répondre à cet ultimatum? Tout seul. Vous imaginez bien ce que j'en pense. Ce que je regrette en revanche, c'est qu'on ne trouve pas dans la classe politique française, chez les gens de bon sens, chez des gens plus à droite que les syndicats extrémistes que vous citez, des gens capables de fixer de tels ultimatums. Vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national. Je trouve ça dommage que fort de plus de 100 députés, 120 députés, fort de millions de voix, il n'ait pas réussi depuis 2022 déjà à fixer ce genre d'ultimatum au gouvernement et à les faire plier. Parce qu'à la fin, on se dit à quoi Bah, servent le nos RN voix. a censuré Michel Barnier, n'a pas voté la confiance à François Bayrou. Donc, Exactement, donc rien obtenu à la fin. Quelles avancées? Quelles nouvelles lois? Est-ce qu'un seul Français peut Marine Le citer... Pen devrait fixer un ultimatum de son côté également. Depuis longtemps, elle aurait Pauvre dû le faire. Lecornu, il va être entre deux ultimatums, ça va être compliqué. On aurait dû le faire depuis longtemps parce que si vous voulez censurer à tout va, c'est très bien. Et je pense d'ailleurs qu'on ne trouvera plus aucune solution avec ces premiers ministres nommés par Emmanuel Macron. Je pense qu'en réalité, la seule solution, c'est la Macron. démission d'Emmanuel Macron. Ouais. C'est la démission d'Emmanuel Macron. Là. Absolument. Parce que là, on sent bien qu'on est dans une époque de statu quo, que les oppositions n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit, ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Donc on oscille entre les deux. À la fin, on a un ventre mou plutôt socialiste. Vous l'avez dit, le PS qui réclame plus de taxes, le RN qui va dans le même sens en disant bah, nous aussi plus de taxes. Donc à la fin, qui s'oppose vraiment? Qui obtient quoi que ce soit pour les Français? Bah, il y a quand même Personne. des gens de droite dans ce Résultat, gouvernement. 3 ans. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Vous saluez son action? Bah, alors moi, vous savez que j'aime les chiffres. Alors je vais vous donner un seul chiffre. Bruno Retailleau, c'est plus 37% d'entrée légale par rapport à Christophe Castaner. Si c'est ça, le ministre le plus à droite qu'on ait eu au ministère de l'Intérieur, sincèrement, c'est que les Français n'ont pas beaucoup de chance. Moi, je voudrais Emmanuel reprendre de votre Villiers. propos il y a un instant sur l'économie. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes la vraie droite, sans démagogie, avec Éric Zemmour, qu'est-ce que vous pensez de la situation du Rassemblement national avec cette ambivalence de programme? D'un côté, traditionnellement, le retour à l'ordre et la reprise en main de la France par rapport à l'immigration, et d'autre part, un programme économique que tous les observateurs indépendants, qui ne sont pas liés au Rassemblement national, qualifient de social-étatiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que personnellement, moi qui suis de droite, ça me fait très peur, car en fait, on se retrouve peut-être avec une bonne orientation d'un État plus fort et d'arrêter toute une dérive. Certainement, les leaders, les militants, les électeurs sont sincères. Mais on se retrouve avec une impasse financière Tout à fait. où là, on va boire complètement la tasse. Sarah Knapo. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'avec le Rassemblement national, on se retrouvera plutôt sur l'orientation à donner sur les sujets régaliens. Donc, je pense que sur les questions, par exemple, migratoires, même si on a des propositions qui diffèrent, notamment sur les aides sociales que nous, on coupe totalement, Oui. alors qu'eux continuent à les donner aux étrangers qui sont là depuis plus de 5 ans, pas nous. Nous, on dit qu'un étranger est là pour apporter quelque chose au pays et pas pour bénéficier de la solidarité nationale. Nationale, ça doit quand même vouloir dire quelque chose. Donc ça, c'est une différence même sur le terrain de l'immigration. Mais en revanche, sur l'économie, là, on diffère totalement. Et c'est vrai que quand j'ai entendu tout l'état-major du Rassemblement national depuis quelques jours abonder dans le sens des socialistes, de M. Zuckman, de l'extrême gauche, en disant il faut taxer plus les riches, je me suis dit qu'il y avait un problème de fond. C'est-à-dire qu'au lieu que la droite se rassemble dans cette contre-offensive qu'on devrait mener contre la gauche, je pense que vous serez d'accord qu'il y a une offensive extraordinaire à mener tambour battant sur toutes les chaînes de télé pour taxer plus, comme si c'était notre problème, encore une fois, le pays le plus taxé du monde. Et en face, on a très peu de gens. Moi, j'essaye, je vous ai dit, arnaque-zuckman.fr. J'ai essayé de faire un travail sérieux pour contrebalancer les fake news qu'on entend toute la journée, mais je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux et que seule Reconquête mène le combat. Jérôme Marty. Parlons médecine un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour la problématique de l'accès aux soins, qui est la première à deuxième préoccupation des Français aujourd'hui sur tout le territoire? On est à un moment de notre histoire où à la fois le secteur public va mal, l'hôpital, la médecine de ville va mal, comme jamais, et globalement toutes les professions de santé sont en crise. Donc hormis ce que j'ai pu voir dans votre programme, qui est l'attaque contre la suppression de l'AME, la suppression des ARS, qu'est-ce qu'on fait d'autre, sachant que ça c'est ponctuel? Qu'est-ce qu'on fait véritablement pour chroniciser l'amélioration de la situation et la résolution des problèmes que connaissent les Français sur tout le territoire?
D'abord, vous avez entièrement raison, c'est un sujet majeur, différent du sujet des économies que j'abordais. Vous avez bien compris que ce n'était pas un programme santé, mais un programme d'économie. La question de l'AME, en réalité, n'est pas une question de santé, mais d'appel d'air à l'immigration. Je passe sur le sujet, je vous réponds sur Mmh. cette problématique majeure de l'accès aux soins. Il y a un sujet que vous n'avez pas cité, mais je suis sûre que vous y pensez aussi, c'est la question des déserts médicaux. Avec plus de 2 tiers du territoire C'est ce que français j'appelle les difficultés d'accès aux soins. qui est considéré comme un désert médical. Des difficultés d'accès aux soins qui ne sont pas les mêmes partout. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a une vraie question géographique avec des gens qui sont complètement défavorisés. Je connais des gens qui habitent pas si loin pourtant des métropoles et qui, quand ils ont une rage de dents, doivent s'arracher des dents eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous chez un médecin, parce qu'il n'y a plus d'urgence dans le coin Mmh. et qu'ils devraient passer des heures en voiture avant de trouver un hôpital pour les accueillir. On est quand même un pays où des gens meurent aux urgences. Des gens meurent faute de n'avoir pas pu être pris en charge à Mmh. temps Oh, mais aux ça urgences. a un Ce qui coût, ça, me hein. ça a un coût. Ça a un coût. Ouais. Moi, ce Non, qui mais me ça, c'est le sidère, constat surtout. moi, ce qui me sidère, c'est que typiquement, on est un État qui dépense énormément dans des sujets qui ne répondent pas du tout aux besoins des Français. C'est ce que je disais. Je vous donne un exemple. On va donner de l'argent aux Comores pour aller former du personnel soignant chez eux, alors qu'à l'inverse, chez nous, on a ces problématiques. Donc, il y a vraiment un reversement à faire. On a tellement de problèmes chez nous qu'à mon sens, on n'en est plus au stade où on peut se dire on va aller soigner le reste du monde. Le tiers-monde ne peut pas aider le tiers-monde. Si on est en train de se tiers-mondiser, il faut d'abord se relever chez nous, mettre les moyens chez nous, la formation chez nous. Typiquement, le numerus clausus, à mon sens, a été une catastrophe dramatique Mmh. qui a contribué à, comme vous dites, le déclin de la médecine de ville, notamment, mais pas que. Et à mon sens, là, il va falloir mettre le paquet chez nous et arrêter de dilapider nos moyens dans le monde entier. Alors, la semaine prochaine, Emmanuel Macron, devant la tribune des Nations Unies, va reconnaître au nom de la France l'État de Palestine. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr que non. Emmanuel Macron. Vous êtes contre les deux États? Je ne suis pas contre les 2 États comme solution de long terme, mais là, on voit bien que le faire tout de suite, c'est impraticable en réalité. Emmanuel Macron est en train d'offrir un siège à l'ONU au djihad. Parce qu'il faut revenir sur ce qu'est un État. Un État, c'est un territoire, une population, une autorité politique. Un territoire, première question, sur quel territoire? L'État de Palestine. Qu'est-ce qu'il va couvrir exactement? On voit bien déjà les problématiques que ça pose. Ensuite, je m'arrête sur la question de l'autorité politique. Le Hamas a été élu par les Palestiniens. Mmh. Le dernier sondage en date, après le 7 octobre, montre qu'il y a encore 60% de la population palestinienne qui soutient le Hamas. Pas d'amalgame entre la population palestinienne et le Hamas pour toujours, parce que je suis sûre qu'un jour, cette population se réveillera et s'émancipera de ses bourreaux. Mais à l'instant où nous parlons, reconnaître un État de Palestine, ça veut dire offrir un État au Hamas. Et d'ailleurs, C'est pas ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel bien sûr que Macron c'est dit pas ce qu'il dit, il va on pas reconnaît l'État l'admettre. Palestine sans le Hamas. Qui l'a félicité le premier jour? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le 25 juillet. J'avais écrit une tribune dans le Figaro d'ailleurs contre Emmanuel Macron ce jour-là. Le 25 juillet, quand Emmanuel Macron annonce qu'il va reconnaître l'État de Palestine, les premières félicitations qui tombent, félicitations du Hamas. Ils ont très bien compris qu'ils en bénéficieraient. Donc en réalité, reconnaître cet État aujourd'hui, et je ne dis pas qu'il ne faudra pas le reconnaître un jour. Je ne pense pas que ce soit une solution idéale de se dire qu'on va être en guerre en permanence contre ses voisins, dans une guerre hybride avec du terrorisme. Personne ne peut penser ni vouloir ça. En tout cas, c'est soutenu par exemple par le socialiste Olivier Faure qui voudrait même que le Le drapeau palestinien flotte sur nos mairies jeudi prochain. Oui, enfin, c'est pas un exemple. Ça sera soutenu par Rima Hassan et par tous ceux qui Non, défendent non, les la amis du mairie, Hamas. la maire de Nantes souhaite le faire, le maire La de maire de Saint-Denis également. Que des islamo-gauchistes. Tout ça est très logique. Il faut Tout l'interdire. ça est très logique. Et d'ailleurs, quand vous regardez le sondage du jour, logique aussi, vous vous apercevez que 70% des Français sont contre et que les seuls à être pour, il y a 29% des Français qui sont pour la reconnaissance d'un État de Palestine aujourd'hui. Les seuls où il y a une majorité, c'est la gauche. La gauche que Mélenchon a surexcité avec cette question de la Palestine, dans l'objectif unique de mobiliser les banlieues pour voter pour lui. Ils le disent presque. C'est presque assumé. C'est d'un cynisme atroce. Zora Habitant. Alors, moi, ce qui Il nous reste m'intéresse- 2 minutes 30. 2 minutes 30. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être contre ce que peut porter Éric Zemmour ou Marine Le Pen, en tout cas l'extrême droite. Ce qui m'intéresse, c'est de Pas vraiment comprendre. d'extrême droite. Non, mais en tout cas, c'est pas ça mon sujet. Vous n'êtes pas c'est que- d'extrême droite, Sarah Knafo. Moi, bien sûr que non, mais Non. même Marine Le Pen Non, n'est non pas plus. d'extrême droite. Non, mais c'est pas ça. Le plus intéressant, c'est de se dire comment dans le pays, il y a, j'allais dire, il y a de plus en plus de militants et de Français qui se tournent vers vous. Et pour un sujet qui est quand même central et extrêmement important, c'est le pouvoir d'achat et mieux vivre. Oui. Alors après, je peux comprendre
Et je peux comprendre qu'on cherche à faire des économies pour ne pas justement se tiers-mondiser et mieux vivre, pour pouvoir après mieux redistribuer déjà en France et puis pourquoi pas à C'est une l'international. excellente question. Voilà. Donc je me dis, que vous fassiez des diagnostics et des constats, on peut être d'accord avec vous. Ce qui serait intéressant, c'est de déployer des solutions qui aujourd'hui sont portées par personne et que personne ne propose. Entièrement d'accord. Comment on fait pour C'est une vivre excellente mieux question. en France? Je réponds juste sur la première partie Qu'est-ce que vous proposez? de votre interrogation. Sur la première partie de votre interrogation, vous dites ces Français qui se tournent vers vous pour les questions de pouvoir d'achat. Je dirais qu'il y a bien d'autres questions qui expliquent que les Français se tournent vers nous, notamment le retour à l'ordre, la sécurité, la fin du laxisme migratoire. Il y a beaucoup d'autres questions, mais sur cette question précise, vous avez entièrement raison de la poser pour pouvoir faire le lien et dire aux Français, voilà pourquoi faire des économies va vous enrichir, vous. Il ne s'agit pas juste de dire on va se serrer la ceinture, l'État arrêtera de dépenser et tout le monde sera content. Non, il faut dépenser moins pour taxer moins. C'est-à-dire que tout cet argent qu'on arrêtera de dépenser, on arrêtera de le prendre dans la poche des Français. Avec un plan très concret, c'est-à-dire il faut se dire, si on fait tout de suite, dès cette loi d'urgence, dès la loi de finances, 63 milliards d'économies, c'est autant d'argent qu'il faut arrêter de prendre dans la poche des Français, de tous les Français, pas des ultra riches, c'est pas ma question, c'est pour ça que je vous disais, en réalité on est tous solidaires de ce fardeau fiscal. Le moindre salarié va payer 2/3 de ce qu'il gagne en charges sociales et en imposition et à la fin en TVA également. On est tous concernés, qu'on soit riche, pauvre ou de la classe moyenne. Donc, que l'État dépense moins, c'est la garantie pour les citoyens qu'il arrêtera de lui prendre son argent et que donc ils pourront mieux vivre. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir d'achat, c'est pas l'argent que l'État vous donne, pas des chèques ou des subventions, c'est l'argent que l'État ne vous prend pas. Vous ne prend plus. Une dernière question, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a dit que CNews était une chaîne d'extrême droite. Jean-Michel Apathy pense la même chose, il était avec nous hier sur ce plateau, vous en dites quoi? Que de bons exemples. J'observe une forme de radicalisation chez Delphine Ernotte depuis qu'elle a obtenu son 3e mandat, que je trouve absolument choquante. C'est-à-dire qu'on aimerait plutôt qu'elle s'occupe de ces journalistes militants qui complotent avec le Parti socialiste dans des cafés du 7e arrondissement, plutôt qu'elle vienne insulter les millions de Français qui regardent CNews parce qu'ils en ont assez de se faire matraquer par la propagande du service public qu'ils payent encore une fois avec leur argent. Alors c'est quoi la solution? C'est de privatiser le service public. Tout le service public? Tout le service public. Alors là, vous pensez que vous allez trouver des acheteurs pour 5 chaînes de télé? J'adore cette question, elle est très intéressante. C'est important ça veut parce dire que que c'est tellement nul que personne ne voudra acheter. Moi, je pense que les gens achèteront quand même, que ça intéressera, mais j'adore la question et le sous-entendu. Non, il faut c'est ça, évidemment... il faut trouver des acheteurs. Il faut surtout trouver plusieurs milliards. Vous trouverez acheteurs. C'est l'État qui va gagner de l'argent. D'abord, il va gagner de l'argent par la vente. Et je vous assure que vous trouverez des acheteurs pour la chaîne numéro 2, pour France Inter, pour France Culture. Il y aura des gens qui voudront acheter. Je fais plus confiance d'ailleurs au privé pour la pluralité des opinions qu'à ce service. Mais vous gardez même pas une noyauté. chaîne de télé publique? Il n'y en a pas besoin. En réalité, il faut revenir... Je ne parle même pas là de propagande ou de gauche contre droite, etc. Il faut revenir à une question économique. Pourquoi ça a existé un service public de l'audiovisuel? Parce que par le passé, ça coûtait trop cher que le privé fasse une chaîne de télévision lui-même. Donc on avait une chaîne parce que seul l'État pouvait avoir ce monopole et mettre autant d'argent. Aujourd'hui, créer une chaîne, c'est gratuit, ça vous prend 2 minutes. Vous avez un micro, une chaîne YouTube, vous avez votre chaîne. Ça n'a plus aucune justification économique que l'État dispose de ces moyens audiovisuels. Les programmes, quand encore une fois, monsieur a raison, quand on manque de tout en termes de santé, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'aller payer pour Fort Boyard, pour Patrick Cohen, pour Élise Lucet? La réponse est dans la question. Merci Sarah Knafo, députée européenne. Merci d'avoir été avec nous, députée européenne Reconquête.